Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'International avec RFI et le journal Le Monde. Depuis plusieurs semaines, les discriminations font beaucoup parler d'elles. Femmes, enfants, migrants. Pour évoquer ces sujets, Jacques Toubon, défenseur des droits, est notre invité. Mais tout de suite, notre rubrique instantanée avec cet extrait d'un film de 1955 du réalisateur Jean Delannoy. Son titre, Chien perdu sans collier. Je suis bien embêté. Qu'est-ce que je veux faire de toi maintenant? Ouais, je le sais. Non. Tu sais rien du tout, tu ne sais même pas qui je suis. Moi, j'ai pas le droit de parler, mais je sais bien que vous êtes un juge. Ah non. Non, je suis juge des enfants, c'est pas du tout pareil. Vous l'enverrez quand même en prison. Ta gueule, c'est toi qui décides. C'est la première fois que je suis pris. Je suis pas récidiviste. On n'a pas le droit de m'enfermer. Ah, j'ai pas le droit. Non. Dans mon cas, c'est la liberté surveillée. Morillon, lui, il avait volé une moto. C'était la première fois, vous l'avez pas enfermé? Il est resté chez ses parents. Non, je sais. Bah alors? Alors, c'est le tribunal qui décidera. En attendant, tu vas nous laisser un peu tous les trois pour qu'on parle entre grandes personnes. Bonjour Jacques Toubon. Alors, vous avez cité ce film pour parler notamment de la situation des enfants migrants. Alors, pourquoi ce film, à l'affiche il y a 62 ans, avec ce juge plutôt bienveillant, joué par Jean Gabin, vous semble-t-il aujourd'hui autant d'actualité? Parce que ce film, qui a été fait à partir d'un roman de Gilbert Cesbron d'ailleurs, ce film, il est historique, parce qu'il traduisait un tournant essentiel dans la justice des enfants, dans la justice des mineurs. À partir d'une ordonnance qui s'appelle l'ordonnance de 1945, qui est un texte fondateur, qui fait d'ailleurs partie de nos principes fondamentaux de droit, selon le Conseil constitutionnel, on a traité la justice des mineurs d'abord sous un angle éducatif. Et c'est exactement ce que dit ce juge. Il dit, je peux condamner, mais je ne suis pas là seulement pour condamner. Je suis là pour faire en sorte que le jeune, le mineur, l'enfant, l'adolescent, qui a commis une faute, qui peut être pénalement caractérisée, qu'on le remette, comme on le dit, sur le droit chemin. Et donc que les mesures éducatives soient privilégiées par rapport aux mesures répressives. Et ça, depuis maintenant, ce moment-là, on n'a jamais changé. Et je pense que ces chiens perdus sans collier, d'après la guerre, qui étaient des milliers d'enfants qui avaient perdu leurs parents, qui avaient été victimes des destructions, par exemple. C'est pour ça qu'ils étaient chiens perdus sans collier. On ne savait pas très bien où ils étaient. Eh bien, aujourd'hui, on peut faire une analogie aussi avec ces milliers et ces dizaines de milliers d'enfants migrants en Europe ou ailleurs, qui sont perdus, et notamment ce qu'on appelle, il y a une catégorie juridique aujourd'hui qui s'appelle les mineurs non accompagnés, qui sont sur notre territoire sans aucune attache familiale, et dont, à notre point de vue, il faut prendre soin avec attention, avec hospitalité. Alors on reviendra sur cette question tout à l'heure, mais depuis 2014, vous êtes le défenseur des droits. Alors on va retracer votre parcours avec ce focus de Mévalo et Benoît Tricot. Je ne suis pas l'homme que certains disent. C'était il y a 3 ans, un jour de grand oral à l'Assemblée nationale pour convaincre que vous feriez un bon défenseur des droits, donner une autre image que celle de l'homme pilier du RPR, soutien sans faille de Jacques Chirac. Dans les années 1990, vous êtes nommé 2 fois ministre, à la culture en 1993, puis à la justice 2 ans plus tard. De cette période, vos détracteurs ont surtout retenu le garde des Sceaux, refusant l'union civile aux personnes de même sexe, 13 ans après avoir voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. La vie politique a des exigences partisanes qui entraînent à des propos et à des attitudes qui nous caricaturent et que souvent l'on regrette quand on connaît vraiment les enjeux. Habileté politique ou pas, vous avez convaincu et fait taire les critiques aussitôt, la fonction assumée. À Calais, une situation. Discrimination, immigration, violence policière, droits des enfants, égalité homme-femme, vous êtes passé d'homme de droite à homme de droit. Je pense que nous pouvons très fortement contribuer à plus de tolérance, plus d'harmonie et un sentiment d'appartenir tous à la même République. Une République malmenée selon vous et que vous souhaitez apaiser, réconcilier, avec pour principale arme des rapports et des recommandations.
Jacques Toubon, Christophe Ayat du journal Le Monde et Sophie Malibaud de RFI nous ont rejoints. Pour finir cette question des enfants, en tout cas pour l'évoquer encore, des enfants migrants, vous avez publié cette semaine un rapport sur la situation et les droits de l'enfant. Annuel Oui. d'activité du défenseur sur concernant les droits des enfants. C'est un des 2 rapports que la loi me demande de faire obligatoirement chaque année, avec le rapport d'activité générale. Qui est et ce publié sont 2 rapports que je publie et que je remets au président de la République officiellement. Alors, vous êtes alerté sur la situation de ces enfants migrants et vous dites qu'ils pourraient être considérés à l'avenir avant tout comme des étrangers plutôt que des jeunes à protéger. Oui. Est-ce que les choix actuels du gouvernement vous choquent? Parce qu'il y a des déclarations d'intention, mais... Quand j'ai fait cette déclaration, que nous avons, il y a déjà 1 mois et demi, présenté un avis devant l'Assemblée nationale à ce sujet, et où j'ai dépeint ce risque qu'ils soient considérés d'abord comme étrangers, c'est-à-dire mis dans une filière droit des étrangers, ministère de l'Intérieur. Et pas de la protection de l'enfance. Au lieu d'être mis dans la filière protection sociale de l'enfance, ministère de la Santé, départements qui sont chargés des solidarités. Je l'ai dit parce que c'est un point fondamental. Et les déclarations du gouvernement qui a dit qu'il voulait, dans la première phase, c'est-à-dire la mise à l'abri, tout de suite, et puis l'évaluation de la minorité, en quelque sorte prendre la main, d'abord en donnant des financements au département, mais surtout en faisant, en quelque sorte, entre guillemets, une compétence d'État. Là, j'ai alerté, parce que j'ai dit, je pense que, et notamment dans la ligne de la loi qui se prépare sur les droits des étrangers, et qui sera une loi, il faut le dire, restrictive, inévitablement, je pense qu'il y a effectivement une inquiétude de notre part, un danger, à voir ces enfants basculer de, comme on dit savamment, d'un paradigme à l'autre. Il ne... Et je le dis parce que c'est une chose très simple, fondamentalement, en vertu de la Convention internationale des droits de l'enfant, en vertu de nos principes constitutionnels, ce sont d'abord des enfants, des mineurs, qui doivent être pris en charge par le système avant d'être des étrangers et des migrants. Voilà. Jacques Toubon, vous avez alerté. Est-ce que vous avez été écouté? Vous avez le sentiment qu'on fait attention à ce que vous dites? Vous savez que les déclarations qui ont été faites le 20 octobre par Édouard Philippe devant le Congrès des départements à Marseille sont suivies aujourd'hui d'un travail de préparation de ces mesures. Il y a un groupe de travail, il y a des inspecteurs des affaires sociales qui s'en occupent, et je serai entendu dans ce cadre-là, je le ferai valoir. Donc je dirais que pour l'instant, il y a eu des déclarations d'intention générale, et en fait, c'est une sorte d'accord politique entre les départements qui ont besoin d'argent et le gouvernement qui leur dit « je vais alléger votre tâche dans ce domaine des solidarités ». Et au-delà de cet accord politique, il faut voir ce que ça va donner. Et naturellement, je m'exprimerai et je le dirai très fortement. Et un jour ou l'autre, d'ailleurs, c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Dans les domaines que je traite, nous ne vivons pas isolés au milieu de nos frontières. Il y a une Cour de justice de l'Union européenne qui applique une charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a surtout la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg qui applique la Convention européenne et sa jurisprudence des droits de l'homme qui remonte aux années 50. Il y a le Conseil constitutionnel, naturellement. Donc, le défenseur des droits qui a surtout la fonction d'une vigie, d'une parole, mais qui traite aussi, je le rappelle, 90 000 réclamations par an qui reposent sur la mise en cause des droits fondamentaux et qui essayent de rendre effectifs des droits fondamentaux, notamment des droits sociaux. Le défenseur des droits, il s'appuie sur tout ça. C'est ce qu'on appelle, en termes juridiques, le principe de la conventionnalité. Et la France, qui a toujours été un peu sur le plan juridique, un peu souverainiste depuis le XIVe siècle, depuis les légistes, la France... elle a toujours un peu du mal avec la conventionnalité. Or, nous sommes aujourd'hui dans des réseaux, et en particulier pour les droits des enfants, fondamentalement, dans des réseaux d'obligations qui font que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est d'abord à prendre en considération. Alors, on parlait des enfants. Oui. Parlons des migrants plus généralement. Est-ce que la France respecte leurs droits, notamment lorsque on est obligé de recourir à la justice pour faire brancher de l'eau potable à Calais, etc., etc. Par rapport à ses voisins, est-ce que la France respecte les droits des migrants? À votre réponse, il y a une réponse immédiate qui est non. Quand le Conseil d'État, le 31 juillet,
a donc pris cette décision pour obliger l'État, la préfecture du Pas-de-Calais, à fournir des douches, des latrines, de l'eau courante aux migrants qui vivaient à Calais et qui n'en avaient pas, et dont j'avais dénoncé la situation dans un rapport du mois de juin, car c'est parti d'un rapport que j'ai fait au mois de juin. Quand le Conseil d'État a fait ça, moi j'ai présenté des observations auparavant, et j'ai dit effectivement ce qu'il en était, c'est mon rôle, et c'est vrai que, en plus, il a fallu 1 mois et demi après la décision du mois de juillet pour que, effectivement, les douches arrivent au mois de septembre. Donc, il est clair que, sur ce sujet, mais je peux le dire de manière plus générale, il existe aujourd'hui une distance, et quelquefois une distance grande, entre les droits fondamentaux des étrangers, dont je rappelle que ce sont les droits de l'homme, c'est-à-dire les droits de tout le monde. Il y a 7 milliards de personnes dans le monde qui ont les mêmes droits, l'égale dignité et l'égalité en droit. Et donc, de ce point de vue, il y a une distance entre ces droits et tels qu'ils sont réalisés. Par exemple, je parlais des étrangers enfants ou des enfants étrangers, mais je peux dire que, par exemple, un étranger qui est malade, il est souvent bien davantage traité comme un étranger malade, comme un malade étranger, alors qu'au titre du droit à la santé, il doit être traité comme un malade étranger. Alors, d'une manière plus générale, justement, sur la situation des étrangers, cette semaine, le président Macron a répondu à une femme qui l'interpellait sur la question des sans-papiers, que la France ne peut pas donner des papiers à tout le monde et qu'il faut savoir retourner dans son pays quand on n'est pas en danger. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase du président? Est-ce que vous partagez ce point de vue? Alors, à la fois, ce que dit le président Macron, en répondant à cette dame, est à la fois vrai et, à mon sens, faux. Vrai parce qu'il est tout à fait clair qu'on est enserré dans un réseau de règles et qu'il y a des personnes qui, si j'ose dire, ont droit à des papiers et d'autres qui n'y ont pas droit. Et là, il existe d'une part plein de textes internationaux, par exemple la Convention de Genève s'agissant du droit d'asile, mais aussi tous les textes concernant les migrations internationaux, européens, etc. Puis il existe... Mais alors pourquoi faux? Attendez. Mais faux parce que je pense que la politique du gouvernement est trop fondée sur une idée a priori, qu'il existe des bons et des mauvais migrants. Et qu'il existe, si j'ose dire, au moment même où une personne pose le pied sur le sol français, l'idée qu'on pourrait distinguer entre le bon réfugié, celui qui pourrait avoir droit au droit d'asile, etc., et puis d'autre part, le migrant économique, en quelque sorte, et qu'on n'a pas la possibilité de prendre en charge. D'accueillir. Non, je pense qu'aujourd'hui, le phénomène des migrations est un phénomène qui est beaucoup plus complexe. Et inéluctable. Entre les causes de l'environnement, les inondations, les sécheresses, etc., les causes politiques, l'oppression, les gens qui sont mis en prison, les gens qui sont tués, les familles qui sont menacées, les homosexuels, par exemple, qui sont emprisonnés ou tués dans certains pays. En fonction de toutes ces données, la migration est une sorte, pour beaucoup de gens, de nécessité vitale. Et c'est bien difficile, dès le départ, de distinguer si la personne qui est devant vous, la famille qui est devant vous, appartient à la catégorie d'un migrant qui répond, dans la migration, la présence dans notre pays répond à une nécessité vitale, ou au contraire, si c'est une personne que l'on pourra expulser. On a l'impression, quand on écoute Emmanuel Macron, qu'il n'y a plus que le droit d'asile, il n'y aura plus, et qu'il n'y a plus de place du tout pour l'immigration en France. Est-ce que c'est une révolution dans la tradition française? C'est ce que je veux dire. Et quand j'ai, par avance, émis des craintes, je viens de le faire tout à l'heure, sur le futur texte sur le droit des étrangers et le droit d'asile, j'ai peur que ce texte soit une traduction de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire on va essayer de mettre en œuvre le droit d'asile aussi impeccablement et aussi vite que possible, notamment, et puis de l'autre côté, pour toutes les autres personnes, ce que ce texte va essayer de créer, c'est en fait des possibilités d'expulsion plus rapides et plus efficaces. Or, je dis que moi, la politique de la migration, elle n'est pas celle-là. La politique de la migration française ou européenne, c'est une politique qui doit prendre en compte une réalité mondiale, sociale. 60 millions de personnes sont en migration à l'heure actuelle et sont considérées par les Nations Unies
comme des personnes dignes d'intérêt. Alors, Jacques Toubon, cette semaine, justement, en Afrique, il y a un sommet Union européenne, Union africaine. Est-ce que donc la question des migrations, la question des jeunes aussi va être vraiment mise en exergue? Qu'est-ce que vous attendez d'une rencontre comme ça? Je vais vous dire, j'attends que l'Union européenne ne rentre pas de cette réunion en ayant donné le sentiment aux Africains, mais au monde entier, qu'elle veut se transformer en forteresse. C'est le contraire de notre héritage. L'Europe a été faite par l'apport de tous les peuples et de toutes les cultures. Elle a donné au monde, mais elle a reçu du monde pour se construire. Et d'autre part, c'est comme aurait dit le général de Gaulle, une insulte à l'avenir. Parce que l'avenir du monde, c'est dans le mouvement, c'est dans la migration, et c'est dans le fait que, notamment des pays comme le nôtre, des pays de l'Union européenne, plus de 500 millions d'habitants, soient tout de même capables d'accueillir quelques centaines de milliers de personnes chaque année qui sont victimes des guerres, qui sont victimes des inondations catastrophiques. Je le dis parce que ce n'est pas seulement une conviction morale. Il n'y a pas des gens qui sont bons et des gens qui sont méchants. Hein. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, M. Collomb, le ministre de l'Intérieur, n'est pas méchant. Mais je dis qu'il y a des notions de droit. C'est-à-dire qu'il faut se dire que les droits fondamentaux s'appliquent à tous, et en particulier les droits des personnes étrangères. Mais monsieur Toubon, venons sur une autre de vos fonctions, de votre mission, qui est le contrôle du respect de la déontologie des forces de sécurité. Vous avez dit que ces contrôles, et parfois vous les avez qualifiés de subjectifs, certains les appellent des contrôles au faciès, et vous dites que cela crée du ressentiment dans la République. Et est-ce que vous souhaitez une initiative du nouveau gouvernement dans ce domaine, notamment avec ces attestations de contrôle d'identité? Est-ce qu'il faut, selon vous, une manifestation forte, un engagement fort du gouvernement pour recréer un peu de cohésion? C'est une question que le défenseur des droits, depuis longtemps, depuis 2011, mon prédécesseur Dominique Baudis et puis moi ensuite, avons traité au titre de la lutte contre les discriminations. Et l'enquête que nous avons faite en 2016 le montre bien. Il y a en gros 20 fois plus de risques d'être contrôlé du point de vue de son identité si l'on appartient à certaines catégories, à certaines origines, à un certain âge, à certains quartiers. Bon, donc il y a une discrimination, c'est clair. Et donc à partir de là, nous avons défendu le point de vue qu'il fallait que ces contrôles soient traçables. Parce que dans tous les pays où on a institué une connaissance des contrôles, aujourd'hui on n'en a pas en France, une connaissance des contrôles, ils ont diminué et ils sont moins discriminatoires. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que vous demandez au gouvernement de s'engager dans cette voie? J'ai dit au gouvernement une chose qui est en train d'être faite. C'est une forme d'enregistrement à travers ce qu'on appelle, vous savez, les caméras piétons que portent les policiers ou les gendarmes. C'est une mesure qui va dans le bon sens. Mais j'ai dit, moi, il faut un enregistrement. On enregistre les contraventions de stationnement payant. Pourquoi est-ce qu'on enregistre? Quel est l'argument qu'on vous oppose pour ne pas le faire? C'est naturellement l'argument d'efficacité, c'est-à-dire l'idée que si la police ne peut pas notamment contrôler les étrangers, ça ne permettra pas d'appliquer les règles sur les étrangers. Mais la Cour de cassation, je ne suis pas tout seul là-dedans, la Cour de cassation a, dans un arrêt très important l'an passé, dit que l'État avait commis des contrôles discriminatoires et a dit que la responsabilité de l'État était engagée à l'égard notamment de 5 personnes. Très rapidement, Manuel Valls, après... C'est une question très importante. Après les attentats contre Charlie, avait notamment dit il y a un apartheid en France. Est-ce que vous partagez cette analyse? Je l'ai dit, Christophe Ayad, à propos des lois sur la sécurité et contre le terrorisme. Je ne voudrais pas que nos lois soient faites de telle sorte qu'elles ciblent en quelque sorte une partie de la population, que ce soit au titre de la dangerosité, comme dans ces textes-là, ou que ce soit pour les contrôles d'identité. Moi, je pense que, et François Joly, je reviens à votre question pour finir, il faut que chacun appartienne également, soit embrassé également par la République. Et c'est ça la question des discriminations. C'est qu'il y a des gens qui
ne sont pas reconnus par la République dans leur égalité, dans leur dignité, comme les autres. Hier, à l'occasion de la Journée internationale des violences faites aux femmes, le président Macron a déclaré nécessaire cette égalité, femmes-hommes, et grande cause nationale. Il a annoncé plusieurs mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes. Alors, il souhaite déconstruire ces fameux schémas où l'homme domine la femme. Mais quand l'ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, a tenté de façon expérimentale d'imposer les ABCD de l'égalité à l'école, eh bien, cette initiative a été abandonnée, notamment après les actions du mouvement La Manif pour tous. Alors, aujourd'hui, vous pensez qu'il y a une volonté politique plus affirmée après la position du président Macron, où, en fait, on ne répond qu'à la mobilisation des femmes depuis quelques mois, notamment sur les réseaux sociaux? Vous savez très bien que j'ai une longue expérience politique, on l'a décrit tout à l'heure. Bon, il y a le dire et le faire. Il y a toujours une distance entre le dire et le faire. Et les ABCD de l'égalité sont un bon exemple de renoncement par rapport à une très bonne idée. Moi, je trouve que, d'abord, le fait que le président de la République ait fait ce discours, qu'il ait pris cette initiative, qu'il ait tenu globalement ce propos et qu'il ait décidé cette cause nationale, c'est une très bonne chose. Parce que, dans ce domaine, égalité femmes-hommes, mais dans tous les domaines de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité, ce dont nous manquons depuis, disons, 15 ans, je fais bon poids, disons depuis 15 ans, ce dont nous manquons, c'est d'un discours officiel, de quelque chose qui dise, pour moi le président, pour moi l'Assemblée nationale, pour moi le gouvernement, pour moi les grandes autorités morales ou politiques, une volonté politique. La lutte contre la discrimination, l'égalité, c'est une priorité. Très clairement, par rapport aux années 80 ou 90, il y a eu une forme d'abandon. Et comme j'ai souvent l'occasion de le dire, de manière un peu sommaire peut-être, le discours de l'identité a remplacé le discours de l'égalité. Donc, le fait que le président de la République fasse cela, c'est vraiment majeur. Alors maintenant, naturellement, il faut le faire. Et dans ce domaine qui est tout à fait essentiel, égalité femmes-hommes, il a eu raison de le dire. Je le dis dans le rapport que j'ai déposé lundi dernier sur les droits des enfants, à propos de la nécessité de l'éducation à la sexualité. Dans les écoles. C'est dans le plus petit âge qu'il faut commencer par un travail d'éducation à déconstruire les stéréotypes, les préjugés, et simplement le fait que l'inégalité, ou la supériorité, disons, des hommes par rapport aux femmes, ou le caractère dominant de la sexualité des hommes par rapport à celle des femmes, est quelque chose qui est encore considéré, il faut bien le comprendre, comme faisant partie de l'état de nature. C'est ça qu'il faut détruire. Ce n'est même pas un préjugé, c'est une donnée. Et il faut absolument que l'on explique, mais c'est tout à fait faux, qu'il n'y a aucune sexualité dominante, qu'il n'y en a que... Voilà. Et pour ça, il faut le faire. Indépendamment des mesures qui ont été proposées en matière pénale, il faut le faire dans tous les domaines. Et beaucoup pour revenir sur les propos justement employés par le président Macron, est-ce qu'il vous semble, vous aussi, qu'il y a un risque de tomber dans ce qu'il appelle le quotidien de la délation? Est-ce que vous trouvez que ce mot était approprié dans le contexte actuel? L'affaire de Balance ton port, MeToo, etc., c'est évidemment un peu bouleversant pour ceux qui, comme moi, ont évolué, ont vécu dans un monde où il y avait une forme de contrôle des médias, parce que les médias étaient, comme leur nom l'indique, des instruments d'intermédiation. Là, avec les réseaux sociaux, naturellement, et en particulier avec Facebook et Twitter, on a une capacité d'instantanéité. Il n'y a pas de filtre. Donc, je le dis parce que peut-être les jeunes ne comprennent pas. Le monde n'a pas toujours été comme cela. Et aujourd'hui, c'est une novation. De mon point de vue, je le dis clairement, je pense que la manière d'exprimer, de donner la parole à travers les réseaux sociaux à tous de manière égale est une bonne chose. Mais à condition, naturellement, que ça ne serve pas, par exemple, aux injures racistes, à des propagandes politiques nazies ou je ne sais quoi. Mais là, en l'occurrence,
Je crois que on n'a pas exagéré, mais simplement, la délation, je me permets de dire, ou la dénonciation, c'est une infraction pénale. Elle peut être jugulée comme toutes les autres. Et par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a eu des décisions de justice qui ont empêché, par exemple, telle ou telle personne ou tel groupe de dire sur les juifs, sur les musulmans, sur telle catégorie de population, un certain nombre de choses qui sont réprimées par la loi. Christophe. Jacques Toubon, vous avez eu une longue carrière politique. Vous disiez que ces dernières années, il y avait eu une sorte d'abandon, ces 15 dernières années, de la cause de la lutte des contre femmes. la discrimination. Voilà. Est-ce que vous avez vu progresser quand même, évoluer la place des femmes en politique, ou est-ce que la politique, les partis, l'Assemblée, les institutions restent l'apanage des hommes? Non. S'il y a un domaine dans lequel, grâce à la révision constitutionnelle qui a introduit la parité, et qui permet notamment qu'on ait des modes de scrutin où on est obligé de présenter des candidates femmes et, dans un certain nombre de cas, de les faire élire. Bien. Ça a été le cas pour la dernière Assemblée nationale, où aujourd'hui, il y a un pourcentage tout à fait considérable. Et un peu plus de 40%. Oui. Un peu plus de 40%, triple de celui qu'il était, de femmes qui sont députées. Donc, dans ce domaine, il y a un réel progrès. Autre exemple d'une loi qui a fait faire un progrès, la loi sur les femmes dans les conseils d'administration. Aujourd'hui, il y a un pourcentage de femmes dans les conseils d'administration beaucoup plus important parce qu'il y a une obligation légale. En revanche, je le dis, l'inégalité entre les femmes et les hommes continue à subsister dans tous les secteurs où soit les obligations n'existent pas, soit elles sont faiblement sanctionnées. Et le plus bel exemple, c'est naturellement l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes, ou l'inégalité dans les carrières. On a cité des exemples d'entreprises publiques dans lesquelles il y avait en gros 40% de femmes cadres, mais ensuite, dans les fonctions de direction, il n'y en avait plus que moins de 20. Et on voit bien comment le phénomène de l'inégalité s'instaure dans les entreprises privées comme dans la fonction publique. Donc, je dirais de manière générale qu'il y a des domaines, et en particulier la politique, où des progrès ont été faits, et je suis très bien placé pour en parler. Et en revanche, il y a des domaines dans lesquels nous avons stagné, et c'est pour ça que ce qu'a fait le président sur les violences sexuelles n'est qu'un exemple de ce qu'il faut faire sur l'ensemble des sujets. Jacques Toubon, sur les questions des violences, je vous propose de regarder ce document. C'est un spot d'une campagne pour sensibiliser à la protection des femmes violentées grâce à une alerte téléphonique. Salut ma bille. Attends, je vais t'aider. Non, ça va. Qu'est-ce que tu fais devant chez moi? T'inquiète pas comme ça. Je vais pas te tuer. Je suis venu pour discuter avec toi. Madame Lantier, êtes-vous en danger? Tu sais bien que tu peux pas venir devant chez moi. Puis Tim, tu peux le voir, mais tu dois passer par l'espace de rencontre protégé, tu sais. Tu me fais quoi là exactement? Tu te souviens que je sors de tôle à cause de toi? Allô police, service des femmes en très grand danger. Madame Lantier est en danger, elle est face à son agresseur, à son domicile, 15 rue du Cygne. J'en ai rien à foutre de ton espace de rencontre. Putain, m'énerve pas. Je veux voir mon fils maintenant, t'entends? Ils sont devant l'immeuble, il veut entrer dans l'appartement de madame, je ne sais pas s'il est armé. On va discuter tous les deux et tu vas appeler ta soeur pour qu'elle l'amène ici. Sinon je te défonce, t'as compris? Allez, viens! Jacques Toubon, vous allez lancer en 2018 une campagne contre le harcèlement sexuel des femmes. Mais on a l'impression, depuis toutes ces années, que les campagnes se succèdent les unes après les autres. Mais les chiffres, eux, ne bougent pas. Aujourd'hui, il y a toujours, le président Macron l'a rappelé hier, une femme qui meurt tous les 3 jours sous le coup de son compagnon ou son ex-compagnon. À quoi ça sert, ces campagnes? Le chiffre des infractions ne bouge pas. Et surtout, la manière de les réprimer ne s'améliore pas, parce que vous savez qu'il y a toujours autant de classements sans suite et d'absence de résultats. Alors à quoi ça sert? C'est pour ça d'ailleurs que moi, personnellement, je dis aux victimes qu'il faut de préférence utiliser des procédures civiles. Parce que, notamment dans les procédures civiles, je le rappelle, nous avons obtenu, nous le défenseur, mais depuis longtemps, dans les cours suprêmes, ce qu'on appelle l'aménagement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que c'est la personne qui est accusée qui doit démontrer qu'elle n'a pas fait ce dont on l'accuse, la discrimination dont on l'accuse. Et ça, c'est un avantage considérable. Donc je dis donc c'est un problème de droit?
Mais je pense que c'est un problème de droit. Il faut changer la loi. C'est-à-dire, non, justement, j'ai expliqué que de mon point de vue, l'arsenal légal est bon, c'est-à-dire essentiellement la loi de 2012. Mais les missions parlementaires l'ont dit récemment, elle n'est pas appliquée. Donc, c'est la loi qui n'est pas appliquée. C'est une question de mentalité, de culture, et c'est pour ça que je reviens toujours à éducation, à la base, éducation à la sexualité qui doit être globale et qui permet de faire levier. Pour rester sur le droit tout de même, pourquoi le féminicide n'est pas inscrit dans le droit français? Pourquoi il n'y a pas de crime de féminicide alors que... Mais parce que d'abord, d'une certaine façon, il y est inscrit, il y a une circonstance aggravante lorsqu'une infraction, un délit ou un crime est commis pour des raisons sexistes. Et ceci existe depuis l'année dernière. Et ceci s'applique, d'ailleurs, au titre de l'universalisme de la loi pénale, s'applique aux hommes comme aux femmes. Et de mon point de vue, je crois que c'est une situation qui est bonne. Je ne suis pas sûr qu'il faut ajouter une infraction particulière qui viserait uniquement les femmes et qui serait le féminicide. Alors, vous dites souvent qu'il ne faut pas faire des lois suite à une affaire judiciaire, mais concernant dernièrement cette affaire sur la question du consentement sexuel, suite à l'acquittement de cet homme accusé de viol sur une mineure de 11 ans, on fait quoi? C'est quoi la bonne démarche dans cette... Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est donc qu'aujourd'hui, on a des lois qui prévoient les atteintes sexuelles, les agressions sexuelles et le viol, dont je rappelle qu'il est caractérisé par le fait, par rapport aux autres agressions sexuelles, il se caractérise... Mais c'est une enfant de 11 ans dans cette affaire. Attendez, j'essaye. Si on ne veut pas parler des choses exactes, je rappelle que le droit pénal, c'est quelque chose qui doit être clair et exact, parce que ça permet de condamner les gens, de les priver de leur liberté, et jusqu'à une certaine époque, de leur couper le cou, éventuellement. Bon. Donc, on ne peut pas parler de ça approximativement. Donc, il existe des... Et dans ces textes, atteintes, agressions et viols, qui se caractérisent par la pénétration, à la différence des autres agressions, il existe une condition pour que ce soit réalisé, que l'infraction soit constituée, c'est que ça se fasse par surprise, par violence, sans consentement. Et donc, la question qui est posée, c'est est-ce que quand on a affaire à des personnes d'un âge tout petit, est-ce qu'il faut prévoir qu'il n'y a pas de consentement, c'est-à-dire que quand on va devant le juge, il n'y a pas de débat, non, on dit, il est clair qu'il n'y a pas eu de consentement parce que cette personne a moins de 11, 13, 15 ans, ça dépend là. Justement. Voilà ce qui est... Après, ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est indispensable. Alors vous pensez que l'âge de 15 ans mentionné par le président de la République... Sans vouloir compliquer, la question du jeune âge dans le consentement, ce n'est pas quelque chose qu'on va inventer. Il y a un arrêt du 7 décembre 2005 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui a, dans une affaire qui concernait une petite fille de moins de 5 ans, déjà retenu cette notion du jeune âge. Et la Est-ce qu'il faut aller jusqu'à 15 ans? Attendez, la Cour de cassation ne l'a pas limité à 5 ans. Donc, je dis que ça, dans cette affaire de la présomption de non-consentement, c'est comme ça qu'on dit. Il y a plusieurs questions. D'abord, la question de l'âge. 13, 15, le Haut Conseil... Mais vos recommandations, 13. Personnellement, je pense qu'il faut un seuil, c'est clair. Et j'hésite entre 13 et 15. Le président a dit 15. Le Haut Conseil Femmes-Hommes a dit 13. Beaucoup de pays ont retenu plutôt 13 ou 14. Je vais vous dire quelle est mon idée. Deuxièmement, la présomption, est-ce qu'elle est... C'est là où on va dire, François Joly, quelque chose qu'il faut quand même expliquer pour le faire comprendre. Mais c'est quand même essentiel. Elle est irréfragable ou elle est simple? Si elle est irréfragable, ça veut dire que la personne qui est accusée est réputée avoir commis le délit ou le crime et il ne peut pas faire la preuve du contraire. Sauf que, devant le juge, naturellement, le juge décidera ce qu'il veut, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, bien entendu. Mais il ne peut pas faire la preuve du contraire. Dans une présomption simple,
il y a la présomption, en l'occurrence, de non-consentement. Mais la personne qui est accusée d'être l'auteur de cette violence sexuelle pourra essayer de démontrer que, effectivement, il y avait consentement. Donc, c'est une question qui peut bouleverser notre droit pénal. Il faut bien comprendre qu'au titre des droits de la défense, au titre de la fameuse présomption d'innocence, si l'on crée une présomption irréfragable, on renverse en quelque sorte les principes de notre droit pénal. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est pour ça que moi je conclus que sur ces questions, l'âge, présomption irréfragable ou simple, durée de la prescription, 20 ou 30 ans, c'est une question aussi qui est débattue. Oui. Je crois qu'on ne peut pas faire une loi de circonstance, une loi rapide, une loi parce que tel ou tel aurait décidé que parce qu'il a la majorité, il peut le faire voter. Non, il faut une étude d'impact, au moins une vraie étude d'impact. Et je pense quelque chose qu'on appelle, et qui est d'une grande réalité, d'une grande efficacité, une conférence de consensus. Ça ne vaudrait pas la peine de réunir pendant 2 ou 3 mois tous les acteurs de cette question. Il y a des travailleurs sociaux, il y a des représentants des enfants, le droit à la participation, à l'expression des enfants. Alors, dans un domaine comme celui-là, est-ce qu'il ne faut pas le faire jouer aussi? Donc, moi, je propose une conférence de consensus. Conférence de consensus pour faire évoluer la loi. Alors, puisqu'on parle de loi, abordons la question maintenant pour poursuivre cet entretien de la loi antiterroriste. Vous vous êtes manifesté... manifesté, c'est le mot, oui. Contre, hein, vous avez même qualifié de pilule empoisonnée, oui. Parce qu'elle favorise, dites-vous, la société du soupçon. C'est ce que je disais tout à l'heure à Christophe Payade, ça consiste à désigner une partie de la population, en quelque sorte, caractérisée par son origine, par sa religion, comme une sorte de, comme on le disait dans la criminologie du XIXe siècle, une classe dangereuse. D'accord. Donc est-ce que vous pensez que la France risque une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme sur cette loi? Ces lois, depuis 2012, parce que ça avait commencé avant Charlie Hebdo et avant les dramatiques attentats du Bataclan. Il y a déjà une loi antiterroriste de 2014, etc. Ces lois n'ont pas été soumises à un contrôle de constitutionnalité entre le moment de leur vote et de leur promulgation. Parce que elles n'ont pas été admises devant l'opinion publique et, disons, l'opinion parlementaire est acquise à l'idée qu'il faut faire des lois sécuritaires et que, finalement, la protection des libertés est moins prioritaire que la garantie de la sécurité. Mais maintenant que nous sommes sortis de l'état d'urgence, et que donc, après une parenthèse de 2 ans, la Convention européenne des droits de l'homme de Strasbourg recommence à s'appliquer. Maintenant que le Conseil constitutionnel est saisi de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité, 4 par exemple, qui viennent d'être déposées par la Ligue des droits de l'homme, il est probable que soit le Conseil constitutionnel, à travers des QPC, soit la Cour européenne, disent que telle ou telle disposition n'est pas conforme au principe. Et ce que j'ai dit, moi, par exemple, sur certaines mesures des assignations en résidence, le fait, par exemple, que l'on puisse fermer une mosquée simplement à partir d'idées et théories, je me dis, est-ce que ce n'est pas le retour du délit d'opinion? Ou bien que l'on puisse faire des contrôles dans des zones de 10 km autour de la frontière ou autour des grandes agglomérations, sans aucune autorisation et sans contrôle. Est-ce que ça, on ne risque pas des discriminations? Voilà des choses. Donc je pense qu'il va y avoir une forme de contrôle de la protection des libertés ou au contraire de la restriction des libertés par ces textes, mais il se fera a posteriori. Jacques Toubon, quel bilan vous tirez de cette accumulation de lois antiterroristes, renseignements, état d'urgence, etc. Enfin, pas état d'urgence, mais la loi qui a remplacé d'une certaine manière l'état d'urgence. Est-ce que vous, d'un point de vue sécuritaire, vous trouvez qu'elles ont rempli leur mission ou alors est-ce que vous considérez qu'elles ont plus érodé la société que servi vraiment? Évidemment, comme tout le monde, moi je suis terrorisé. Je pense, comme tout le monde, qu'il faut combattre le terrorisme. La question que j'ai posée, c'est est-ce qu'il faut le combattre avec les armes du renforcement de la sécurité et de la restriction des libertés? Or, je rappelle que ce que veulent les terroristes, c'est supprimer les libertés et la démocratie dans ce qu'ils appellent la civilisation des mécréants,
Et où faut-il au contraire combattre le terrorisme avec l'arme des libertés? Personnellement, je pense que les textes que nous avons votés ne respectent pas complètement ce que réclame la Cour de Strasbourg, par exemple, c'est-à-dire un équilibre entre les exigences légitimes de la sécurité et la garantie du respect des libertés. Et en particulier, François Joly, comme vous le disiez, parce que ça tend à mettre en cause la cohésion sociale et ça tend à désigner une partie de la population. Et de ce point de vue... Exactement. Je vais utiliser une image qui choque un peu, mais est-ce que avec les assignés, les centaines, voire maintenant les milliers d'assignés à résidence, on ne fabrique pas une sorte de Guantanamo à la française invisible? Non. C'est-à-dire que vous avez plein de gens qui sont dans des situations dont il n'arrivera jamais à sortir. Non, ma réponse est non. Ma réponse est non. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit dans le texte actuel, que ce soit avec en particulier la jurisprudence du Conseil d'État, ce n'est pas vrai qu'on a une assignation à vie. Non, il faut raison garder là-dessus. Mais en même temps, c'est clair que nous avons à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'opinion, de manière générale, à ce que nous a apporté la République, c'est-à-dire que nous pouvons tous être ce que nous voulons être sans que nous soyons soupçonnés de l'être ou de nous comporter de manière dangereuse, de manière compromettante. Eh bien, ceci risque d'être mis en cause, d'autant que, pour répondre à votre première question, même tous les spécialistes eux-mêmes disent qu'ils n'ont pas le sentiment que ces lois ont beaucoup apporté et que finalement le plus efficace, c'est des bons services de renseignement, extérieurs ou intérieurs, qui apportent ce qu'on appelle des affaires à la justice. Et ça marche. Les moyens sont tout de même assez limités, enfin les moyens sont comptés. Certains disent qu'il y a une certaine naïveté à penser que la démocratie peut se protéger d'elle-même comme ça, alors qu'elle est, comme vous l'avez dit, menacée. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où elle est obligée de faire des arbitrages qui peuvent être momentanément problématiques? Très franchement, je pense que la naïveté, elle est plutôt du côté de ceux qui pensent que c'est à coup de loi qu'on peut vaincre les terroristes. Non, on peut vaincre les terroristes, comme je l'ai dit il y a un instant, avec une bonne organisation de nos services, avec un certain nombre de dispositions qui sont incontestablement nécessaires. Quand, depuis 1986, j'étais président de la commission des lois, on a institué des gardes à vue particulières pour ceux qui étaient accusés de terrorisme. Lorsqu'on a inventé l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, on a fait avancer le droit et c'était parfaitement justifié. Mais je crois que ce n'est pas... c'est d'une certaine façon, je le dis, dire à l'opinion publique, un rempart de loi va vous protéger du terrorisme. Non, moi je ne le crois pas. Je crois qu'il faut, à l'extérieur, combattre le terrorisme. Il faut, à l'intérieur, avoir tous les moyens nécessaires, et notamment en matière de renseignement et de police. Mais je crois d'abord que si nous avons le courage de la démocratie vaincra. Si au contraire, la démocratie donne le sentiment qu'elle se sent faible, elle sera vaincue. Alors, Jacques Toubon, il y aurait eu beaucoup de sujets que nous aurions pu encore aborder ensemble. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cet entretien. Un mot, juste un mot, je vous demande, sur le rapport que vous publierez en février prochain, sur votre rapport d'activité. La grande tendance de ce rapport, ça va être ? Je vais vous faire ce qu'on appelle en français, sur TV5 Monde, un scoop. Je crois que j'ai envie de traiter d'une question, c'est la fin de l'hospitalité. Et pas seulement, Christophe Ayad, pour les migrants, pour les services publics, pour l'accueil dans les services publics, pour la manière de prendre en considération les personnes les plus vulnérables dans notre société. Et le président de la République, de ce point de vue, me semble avoir quelques perceptions de ce phénomène. Quand il lance un plan contre la grande pauvreté par exemple, eh bien, merci, je crois que c'est ça la ligne de ce que je voudrais défendre dans ce rapport. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Jacques Toubon. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci Sophie et Christophe. Et merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.